Bonjour, je suis Yann Bachelier, donc je suis en deuxième année IRS. Je fais aussi partie du staff du club. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps avec les cours, de certains points de la sécurité sur Active Directory. Donc ça va être bref, c'est plutôt, on va dire, une petite introduction, et avec derrière, comme pour s'introduire, je vais utiliser les attaques les plus connues. Après, c'est plutôt pour donner des ressources, des idées, des choses comme ça. Si derrière ça a plu, après on pourra voir sur le forum justement discuter pour ce que vous préférez, c'est plus une forme de pentest, comment être admin d'un domaine en 1 heure, des trucs comme ça. Ça, on peut faire ça par la suite, ou si c'est plus le côté qu'on voit en IRS, URE, la sécurité, infrastructure, AD, etc. Ça c'est un peu moins fun par exemple pour les gens qui font du MSI, mais c'est des problèmes auxquels on peut confronter en tant qu'administrateur. Voilà, rapidement, bref rappel sur AD, ce que je ne vais pas aborder, il y a quand même pas mal de points. Les principales attaques, on va dire, j'en ai pris 2. Comment on peut détourner certaines méthodes via des utilisations normales d'admin, les bonnes pratiques, et puis ensuite, comment sécuriser un AD au final. Donc AD, c'est pas la nouvelle série qui sort sur la Bible dans pas longtemps. C'est Active Directory. Donc, on va dire que basiquement, c'est un annuaire LDAP dans lequel il y a des schémas, dans lequel on définit des objets qui vont avoir des attributs, des valeurs, etc. C'est basé sur le standard LDAP, mais c'est propriétaire à Microsoft. Donc, certaines choses sont communes. Typiquement, les ports d'écoute, c'est les mêmes. Donc, 389 pour le non sécurisé et 636 pour le sécurisé. Vous pouvez l'interroger comme un annuaire LDAP normal. Après, c'est juste que les attributs ne sont pas standards sur Microsoft. Ensuite, c'est aussi un serveur DNS. Quand vous installez le rôle AD, vous allez avoir du LDAP plus un DNS, donc qui va justement après mapper les objets dans l'annuaire avec ça. Configuration NetBIOS, c'est propre à Microsoft aussi. C'est serveur de nom chez Microsoft. Et ensuite, un serveur Kerberos, notamment pour le single sign-on. Vous authentifiez une fois et il va y avoir un rejeu qui fait qu'à chaque fois vous aurez un jeton d'authentification pour vous balader à travers un environnement Windows. Donc non, c'est pas ça, passe de hache. Donc passe de hache étoile, pourquoi? Parce qu'au départ c'est ça, et après vous pouvez faire ce qu'on appelle un passe de ticket. Bref, plein de noms sont découlés de ça. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? L'authentification Windows, la fenêtre que vous voulez sur un vieux Windows ou 2008, Windows 8. Vous loguez, ensuite il va utiliser ce qu'on appelle les LSA secrets, qui sont basés soit sur Kerberos, soit sur des protocoles Microsoft type ETM. La base SAM, c'est ce qui est en local sur votre machine, et donc le LDAP, c'est l'AD. Voilà, donc ensuite il y a différents paquets qui vont être utilisés, donc ça c'est plutôt justement les types d'authentification et de hash qu'on va utiliser. Donc, ensuite sur Microsoft. Et le but effectivement c'est de répondre à un challenge. Donc quel que soit le protocole, c'est pas forcément lié à Kerberos. L'utilisateur va répondre à un challenge proposé par le serveur AD. En fonction de ça, après il sera authentifié. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que bon, je pourrais faire une présentation juste sur passe de hache en vous montrant les outils, comment on fait les différentes méthodes, ce qui marchait il y a 5 ans, ce qui ne marche plus, etc. C'est plus vraiment une petite intro, voilà, je pense que vous connaissez, rappeler rapidement ce que c'est et donner des scénarios qu'on va trouver dans la vraie vie. Donc là, typiquement, c'est plutôt comment on va compromettre un domaine. Donc c'est un type d'attaque, c'est un exemple, on peut faire d'autres manières. Donc pour le coup, le but premier, c'est de compromettre une première machine. Donc ça peut être par vous naviguer tout simplement sur votre site internet, vous faites rien. Ça fait vous allez avec votre JavaScript qui est activé, vous allez cliquer sur quelque chose, vous ne vous rendez même pas compte, vous êtes infecté. Il y a un exploit, donc ça peut être un PDF, ça peut être un outil qui n'est pas à jour, bref. Ensuite, dans un premier temps, il va y avoir un logiciel bien sur votre machine, et le but va être de monter
en privilège pour être au moins administrateur local de la machine. Vous êtes administrateur local, ce que vous voulez. Donc là, ce qui est intéressant, donc effectivement, on capture soit les HENT donc Microsoft, soit les tickets Kerberos. Et là, ce qui est intéressant, puisque une fois que vous avez réussi à être admin local de la machine, faites ce que vous voulez. Donc le but, c'est de dire que vous n'arrivez pas à joindre le domaine, vous allez appeler le service helpdesk, puis comme à son habitude, il va faire la même chose, hein, mais ces gens, s'ils ne sont pas forcément formés, ils vont se connecter avec un compte qui n'est pas forcément admin du domaine, mais qui va avoir plus de droits que le vôtre. À ce moment-là, vous attendez, vu qu'il va s'être authentifié une fois sur votre machine, vous êtes admin local, il y aura les credentials, donc vous récupérez l'identifiant. Donc si vraiment vous avez de la chance, ce sera directement un compte admin du domaine, sinon un compte avec un peu plus de privilèges. Et du coup, après, en faisant ça via rebond, si vous n'avez pas eu un compte direct du domaine, vous allez arriver à la fin à récupérer une machine sur laquelle vous serez admin, et il y aura un compte admin local, enfin admin du domaine qui sera connecté sur cette machine, vous n'avez plus qu'à récupérer un secret. Et ensuite, vous arrivez sur le serveur AD, et le ntls.dit, ça contient toute la base Active Directory, donc après il n'y a plus qu'à la copier, la craquer, et puis voilà. Vous avez les comptes utilisateurs et les comptes du domaine pour faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est un schéma à peu près classique, on va dire, de page de hash. Donc, sachant qu'on ne connaît jamais le mot de passe. On a juste utilisé un hash qu'on a défini à chaque fois comme une espèce de jeton pour basculer de machine en machine, rebondir. Et on n'a pas besoin de connaître en clair le mot de passe. Bon, le Golden Ticket, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Donc, rapidement, c'est quoi? Grosso modo, il s'agit d'avoir un ticket Kerberos comme si on était un administrateur du domaine. Donc, pareil, pas besoin de connaître le mot de passe ou quoi, le but c'est juste d'avoir ce fameux sésame. Donc pour le générer, il y a juste besoin, donc là j'ai mis des exemples en noir, pour que ça vous parle si jamais vous connaissez un peu Active Directory. Il y a besoin de ces 4 paramètres-là. Nom de compte d'administrateur du domaine, nom du domaine, le SID du domaine. Donc c'est un peu plus compliqué quand même que le pass de hash, parce qu'il faut déjà être sur le domaine, etc. Donc par contre, ce qui est intéressant, il faut surtout avoir ces 4 informations-là, pardon. Donc il faut arriver à les récupérer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le générer depuis n'importe quelle machine, même si elle n'est pas dans le domaine. Une fois que vous avez ça, grosso modo, par défaut, il y a une durée de vie du Golden Ticket, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. C'est comme ça que vous pouvez être administrateur d'un domaine pendant des années sans que personne ne s'en rende compte. Donc on peut, évidemment, cette durée de vie, on peut la réduire. Mais par défaut, c'est une durée de vie extrêmement longue. Bon, des outils, rapidement, donc ça, après, effectivement, si ça vous intéresse, sur une autre présentation, je pourrais soit en présenter un plus précisément, soit présenter un scénario avec l'utilisation des différents outils. Donc Minicat, je pense que vous connaissez, au moins de nom peut-être. Pas du tout, non. Donc c'est un Français qui a fait cet outil-là, et on va dire que c'est vraiment lui qui a démocratisé les attaques sur Kerberos dans les AD. Et il y a beaucoup de modules qui sont avec ce logiciel-là, donc vous trouvez dans Kali Linux, mais vous pouvez aussi l'avoir comme un exécutable quand vous exécutez sur Windows. Mais ce logiciel-là, il a beaucoup de fonctionnalités, et actuellement c'est, on va dire, la boîte d'outils la plus complète pour... si vous voulez acquérir des credentials sur un Windows, c'est le plus complet. C'est pas très compliqué. En plus, le blog de l'auteur est en français, enfin, il y a vraiment plein de docs, c'est bien fait. Et cet outil fait très mal. Donc, Microsoft en est extrêmement conscient, et là-dessus, j'étais au Tech Days il n'y a pas très longtemps, là, début 2015, en février, ils en ont encore parlé. C'est vraiment un problème parce que cet outil-là, pas forcément besoin de beaucoup de connaissances, vous avez suivi de tutos et vous êtes rapidement admin du domaine. Donc ça fait vraiment très mal. Incognito, c'est un peu plus vieux, ça permet aussi de parler pas mal de choses sur les AD, mais c'est plutôt là pour récupérer les HNTLM, ce qu'on appelle les SID history aussi. Donc le SID, c'est l'identifiant unique d'une machine Windows, dans l'objet Windows. Celui-là, il est un peu plus vieux aussi, c'est pareil. Dans les exploits, vous connaissez, je suppose, quand même. Voilà, il y a des mesures, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, ça marche bien. Alors, les détournements. Donc, rapidement, comment, sur un système Microsoft, AD, on peut faire des choses de manière transparente. Le plus simple, c'est d'utiliser les outils qu'utilisent les administrateurs système. Parce que finalement, généralement, sur cela, il y a peu de contrôle, puisque c'est utilisé tous les jours par les administrateurs. Donc la suite sysinternal qui est enrichie assez régulièrement, donc il y a beaucoup d'outils. Je
Je peux citer PS Exec, par exemple, qui est aussi dans Metaxploit. Mais bon, c'est un outil de Microsoft. Et effectivement, ces outils-là permettent des choses assez puissantes dans l'administration. Du coup, si vous voulez détourner un peu leur objectif on va dire primaire, vous pouvez faire ce que vous voulez. PowerShell aussi. PowerShell, maintenant il y a beaucoup de commandes. Depuis la version 4, si je ne me trompe pas, sur l'année, on peut faire tout ce qu'on veut en PowerShell. Des fois, on peut même faire plus de choses en PowerShell qu'on pourrait le faire avec l'interface graphique. Et pour le coup, c'est très peu connu encore en entreprise, sauf à des cas spécifiques, mais bon, si on parle des PME, voilà, j'ai installé mon serveur AD, j'ai fait mes petits scripts en VB-Script de serveur 2003 d'avant, j'ai tout gardé, et là-dessus, il n'y a aucun contrôle, vous faites ce que vous voulez. Et après, ensuite en PowerShell, on peut faire du PowerShell Remote, et on peut utiliser WinRM, donc Windows Remote Management, qui en fait utilise du HTTP/HTTPS. Et du coup, avec ces deux outils-là, vous pouvez faire potentiellement ce que vous voulez dans le .NET, sortir des informations, puisque généralement, les outils Microsoft ne sont pas forcément audités en interne. Puis après, au niveau du firewall, les flux HTTP, HTTPS, généralement, sont autorisés. Il suffit de faire un capture du trafic dedans, et vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est extrêmement puissant, très peu connu, et rien qu'avec ça, donc, si vous voulez, le hacker il est sur la machine, il n'a pas besoin d'installer son super outil, il a des connaissances en PowerShell, il essaie des outils internals, il voit qu'ils sont sur la machine, c'est parti, il extrait ses données comme il veut, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de traces dans les logs, puisque vous avez quasiment vu, si vous n'avez pas activé des audits ou d'avoir mis en place une politique spécifique, finalement, c'est comme si vous aviez un administrateur qui a effectué une tâche. Donc si on prend le cas il y a 4 administrateurs et ils utilisent tous le même compte, c'est peut-être tranquille, comme ça se fait souvent dans les PME, où c'est pas utilisé de manière nominative les comptes. Vous ne saurez jamais qu'il y a eu, on va dire, une action malveillante. Alors, donc il y a une classe d'objets intéressante qui est c'est une classe d'objets Microsoft. Donc on peut d'ailleurs coupler avec de l'AD, qui est des objets dynamiques. C'est intéressant, pourquoi parce qu'ils ont un TTL. Donc grosso modo, c'est un objet que vous allez créer. Vous allez même pouvoir le créer après, dans ce principe, mais qui peut avoir une durée de vie limitée. Donc, typiquement, c'est fait pour une application, elle a besoin de créer un compte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se dit, bon, je fais une action et ensuite je m'auto-détruis. Donc c'est plus propre, ça évite d'avoir des objets qui traînent, qui ne correspondent à rien. Le problème, c'est que une fois que le TTL par défaut c'est 15 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 1 an, ça se règle. Il n'y a aucune trace. Une fois que si vous voulez, vous pouvez supprimer l'objet, après il va aller dans... C'est pas dans la corbeille AD, mais c'est dans une autre corbeille. Et derrière, quand son TTL sera expiré, il sera quand même supprimé, même si vous l'avez supprimé avant. Et ce qui est intéressant avec cet objet-là, c'est qu'il n'y a pas de trace dans la corbeille AD. Donc dans l'AD, il y a une corbeille, on va dire, comme quand vous avez Windows, vous supprimez un objet, vous allez dedans, vous pouvez le récupérer, vous voyez ce que vous avez supprimé. Pareil, il y a des métadatas avec des utilitaires type repadmin, où là on est capable de voir les actions qui ont été faites par qui, comment, etc. Le problème des objets dynamiques, c'est que ça vous ne voyez pas, ni dans la corbeille AD, ni dans les métadatas. Donc une fois que le TTL est expiré, c'est fini, on ne voit plus. Donc ce qui a été présenté au Tech Day cette année, par une équipe de Microsoft, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un administrateur, des administrateurs, on va dire, qui étaient créés comme ça de manière aléatoire, ils faisaient leur action, ils supprimaient, il n'y avait pas de traces. Le seul moyen que vous pouvez avoir, c'est d'avoir bien configuré les traces d'audit. Donc ça demande quand même de passer un peu de temps. Et là, vous verrez qu'il y a bien un compte que vous ne connaissez pas dans les logs. C'est quoi ce truc-là? Et après, il faudra derrière investiguer. Mais on va dire que si, au départ, ces comptes-là, parce qu'il faut quand même avoir des droits, etc., ils vont être faits toujours pareil, donc par des comptes qu'on ne connaît pas trop, qui sont censés désactiver dans notre groupe. Et une fois que c'est fait, en fait, après ce groupe-là, on peut le supprimer. Et au fur et à mesure, vous pouvez toujours créer des comptes. Tant qu'il y en a après, c'est pas être persistant, vous voyez, comme jusqu'à un an. On peut très bien dire à un compte qu'on a créé avec un TTL d'un an, bon, dans 1 an, je me fais une tâche planifiée, tu me recrées un compte avec 1 an. Et on ne verra pas l'ancien compte, etc., si on n'a pas mis les traces d'audit. Donc, c'est une façon, on va dire, un peu quasiment intraçable d'effectuer des actions. Et c'est prévu pour le système. Quand on revient à ce que je disais tout à l'heure, des outils Microsoft qui sont utilisés pour, justement, derrière, commettre des actions malveillantes. Alors, bon, Microsoft, il est quand même réagi, hein, donc on s'est dit, on va quand même
ce problème à bras-le-corps pour voir ce qu'on peut faire. Donc le pass de hash a été pris en compte par Microsoft pour les serveurs 2012 R2 et Windows 8.1. Via ces trois options, où justement le but c'est de séparer les admins locales avec un autre groupe un peu plus sécurisé, il y a d'autres fonctions, etc. On va protéger les SA secrets, donc le HLTLM, les Kerberos, etc. un peu plus. Et derrière, il y aura un mode spécifique quand on fait du RDP. Jusque là, on se dit, bon, ça a l'air pas mal. Sauf que, évidemment, notre ami auteur de Mimikatz, via son outil, a implémenté pas mal de choses qui permettent de bypasser toutes ces fonctionnalités-là. Donc à l'heure actuelle, malgré l'implémentation faite par Microsoft sur ces dernières versions d'OS, vous pouvez bypasser la protection. Donc bon, après, c'est plus ou moins compliqué, mais voilà. Si vous voulez, les mécaniques qui ont été intégrées par Microsoft, ils sont bypass. Donc il faut se poser une autre question. Comment, justement, on peut contrôler tout ça? Donc CredSSP, c'est un module dans Mimikatz. Le pilote, ça, je ne vais pas chercher plus longtemps, et vous les tickets Kerberos, évidemment, sécuriser tout ça. On peut toujours récupérer des tickets, des rôles. Parce que ce qui est marrant, justement, avec Kerberos, c'est qu'une fois qu'on a récupéré un ticket, s'il n'est pas expiré, on peut le rejouer. On peut se retransférer à la place d'une machine. Dans l'utilisateur. Donc après, voilà, l'idée c'était de vous présenter ça. Donc, les ressources, on connaît. Donc, le Sens, c'est un institut qui fait des formations de sécurité. Microsoft a fait des recommandations, évidemment, plusieurs, il y a plusieurs drafts. Mais depuis ce qui a été fait par le team Mimikatz, il n'y a pas eu de dernière chose. Donc ça datait de novembre 2014. Le dernier guide de recommandation Microsoft, il date de juillet 2014. Donc c'est quand même dans l'air du temps, c'est pas si vieux que ça. Ce qui est très bien par contre, c'est qu'en français, si vous êtes frileux à l'anglais, c'est pas arrivé, l'ANSSI a fait un guide complet qui est très bien fait, détaillé, vous pouvez aller à votre niveau, etc. Il y a tout, c'est vraiment pas mal. Il n'y a juste pas c'est quoi les attaques, en tout cas il y a les contre-mesures que vous pourriez appliquer, comment faire, à quel niveau, etc. Ça c'est très bien fait, il fait à peu près 50 pages. Je vous invite à regarder soit les slides, soit les sessions en vidéo des Tech Days de cette année. Après je mettrai les ressources plus tard dans les slides et après je peux les mettre sur le forum aussi. Et donc un administrateur de Metis qui a fait une conférence au Tech Days, une session, a rédigé un livre qui est disponible gratuitement, je vais juste donner son adresse mail. Ce qui correspond à un livre de plus de 200 pages en français sur les bonnes pratiques sur la vie. Donc c'est une ressource clé. Ça vient aussi de la société Metis qui est experte en Windows depuis des années. Donc c'est vraiment un très bon document. Si vous cherchez un point d'entrée, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et ça vous permettra, vous, de vous reposer un peu comme vous aviez, je ne savais pas, maintenant vous avez un bouquin, vous regardez, donc il est disponible en PDF. Après, je pense que peut-être qu'on pourra l'avoir sur format libre, là ça sera peut-être payant. C'était donné gratuitement au Tech Days en format libre. Bon, voilà, vous me dites, ok, c'est cool, mais du coup, l'année, on fait comment? Le problème, c'est que là, ça démontre ce que je viens de vous faire voir, que même si Microsoft a essayé d'implémenter des fonctionnalités, ça ne change rien. Maintenant, je pense que vous êtes confronté aussi à ce fait-là, on ne peut pas se passer de l'AD. Je veux dire, il y en a partout depuis des années, sur des applis métiers, que le client n'a pas envie de racheter, par exemple. Il y en a dans Exchange, il y en a dans tout ce que vous utilisez au quotidien en entreprise, tout du moins. Et on ne peut pas s'en passer. Du coup, l'idée, c'est plutôt une approche, on va dire, autre. Ça va pas être, ok, il y a des préconisations qu'on peut prendre, on peut diminuer les risques, prendre des bonnes pratiques, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment toute une philosophie à revoir. Donc là, on va plus s'approcher sur l'analyse de risque, des choses comme ça. J'ai pris juste ça d'une présentation. Je vous invite aussi, je mis le lien dessous, à aller la voir. Où justement, c'est un retour d'expérience sur des pentests fait par un cabinet d'audit, où ils mettent l'application des bonnes pratiques et finalement ce que les gens qui ont appliqué les bonnes pratiques ont oublié, et qu'à chaque fois, au final, ça a remis tout en cause et il fallait tout réinstaller. Donc, par exemple, il y a eu des cas où ils ont réinstallé tous les domaines, ils ont fait les choses bien, etc. Sauf que ils n'avaient pas changé les machines depuis lesquelles ils administraient tout ça. Ils avaient quand même, si vous voulez, réinstaller un OS, sauf que physiquement, il y avait un problème. Donc ils ont dû tout faire. Donc, je veux dire, c'est un coup, vous faites ça, même si vous avez un plan derrière de reprise, des choses comme ça, vous le lancez, ça vous va quand même coûter de l'argent. Si en plus vous vous rendez compte qu'une semaine après, votre projet vous a pris 2 mois, votre domaine il a à nouveau compromis, c'est quand même ennuyeux. Donc l'idée c'est vraiment de voir comment on peut faire et
d'enlever, même je pense que vous avez aussi sur vos machines à vous, c'est il ne faut absolument pas, même quand on navigue ou quoi, on a une session, on n'est pas administrateur de sa machine, le moins souvent possible. Et surtout, il y a des fonctionnalités qui existent dans l'AD, vous n'êtes pas obligé de joindre des machines du domaine avec un compte admin de domaine. Généralement, par défaut, en tout cas dans 2012, l'utilisateur, s'il est dans le domaine, il peut joindre sa propre machine au domaine. Le but, c'est vraiment sur les points terminaux que vous n'allez pas maîtriser, parce que le poste de l'utilisateur, vous ne le maîtrisez pas. Ici, il y a un accès physique, j'en ai pas parlé. Bon, on fait ce qu'on veut, quoi. Je pense qu'on a tous essayé une fois, on est chez un client, ça ne marche pas, comment on reset le mot de passe, on met le CD qui va bien, et puis voilà. Vous ne maîtrisez absolument pas le poste utilisateur. Donc le but, c'est même pas dessus d'aller s'identifier avec un compte admin du domaine. Vraiment derrière tous les comptes, faire en sorte qu'ils aient le moins de privilèges. Et quand vous avez un compte admin, vous allez, ce qui est indiqué ici, vous utilisez un bastion, donc à la limite, c'est très contraignant, mais pour certaines tâches, que vous allez faire qu'une fois par mois, vous avez une salle spécifique, vous avez une poste dédiée qui est branchée directement sur la mer, vous faites peu de modifs, vous pouvez même changer le mot de passe après, je peux vous mais vraiment quelque chose où, bon, ok, je vais faire ma manip, et pas, bon, on est 15 admins du domaine, on ne sait pas qui est admin du domaine, on ne maîtrise pas tout ça, ça après, c'est fini. Et surtout, franchement, le point clé maintenant, il faut vraiment partir sur ce postulat-là, c'est que c'est fini, vous allez vous faire attaquer, vous êtes déjà hacké, vous avez entendu parler des APT, des choses comme ça. Donc le seul moyen vraiment d'être au courant de ça, c'est le mécanisme de détection, d'avoir des logs, d'avoir une politique pour gérer ces logs, d'être capable de les extraire. Voilà, c'est pas juste, bon, légalement j'ai les logs, si la police me les demande, je lui donne. C'est aussi un outil pour voir pourquoi vous avez des problèmes de performance, est-ce que vous avez des problèmes de sécurité, comment régler tout ça, quelle est l'activité, etc. Il faut vraiment le voir comme un outil. Et ça, normalement, vos logs, après, vous les maîtrisez, vous maîtrisez l'intégrité, vous les envoyez dans l'endroit, etc. Vous êtes tranquille. Parce que si vous laissez, par exemple, les logs sur l'AD, vous faites rien, vous les envoyez pas sur un autre serveur, vous vérifiez pas quoi que ce soit, via PowerShell, une fois que la personne a récupéré les bons codes, elle va passer les logs, elle va faire les dates qui vont bien, et vous trouvez rien. Si vous n'avez pas de traces, comme avec les objets titaniques, vous ne pouvez rien faire. Et après, vous êtes là, vous supposez, je crois que je me suis fait hacker, j'en suis pas sûr, enfin c'est très compliqué, quoi. Donc le but c'est vraiment de dire bon je vais mettre. Parce qu'après le fait tout blinder ça va coûter super cher. Donc le but c'est vraiment de se dire ok, je mets en place des mécanismes pour savoir le jour où je me suis fait attaquer, comment ça s'est passé, j'ai été où, on va peut-être voir des nouveaux types d'attaques, des choses comme ça. Et après, effectivement, changer, là c'est toute la politique de comment vous administrez les choses. Encore les mots de passe uniques, donc ça c'est pour tout. Là c'est pour les comptes admin, mais pour un site web, pour tout. C'est vraiment un couple d'identifiants de mot de passe unique partout. S'il est compromis, c'est pas grave, vous le rechangez. Si malheureusement, en plus là, dans le cas de Windows, c'est un SSO, on l'a vu tout à l'heure, avec un Kerberos ou quoi. Le mec il est mis une fois, il a rejoué le ticket, c'est réglé. Vous avez qu'un mot de passe. En plus, vous remettez des trucs compliqués, donc pour un an. À ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Voilà, on fournit les coordonnées du club, la vidéo elle sera sur YouTube. Le forum qu'on a ouvert cette semaine, donc on va mettre des sections, n'hésitez pas à aller dessus. Le but c'est vraiment de créer, vu qu'on est là souvent à l'AFTI, une espèce de petite communauté, on peut discuter sur différents thèmes. Je pense qu'on va essayer justement de définir après plusieurs sections, parce que le but c'est d'avoir aussi une complémentarité. Voilà, moi je suis un IRS, je vous parle d'AD, on a peut-être plus de choses plus techniques, plus sécurité pour les gens qui viennent de MSI, voilà, c'est un peu de fusionner tout ça. D'avoir une vision de sécurité, mais pas que, comme ce que je vous ai présenté là, en disant que des fois, on ne peut pas sécuriser, donc il faut faire autrement, il faut changer la mentalité, il faut changer la politique, les mots de passe, changer d'autres choses, que c'est pas forcément que du technique, quoi, ça peut être aussi organisationnel, pardon. Donc voilà, donc d'autres thèmes, après donc, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, on ne mange pas, on ne mord pas, normalement. Il n'y a pas beaucoup de gens pour inscrire. On attend vraiment au moins que ça marche pour des échanges, pour des choses que je ne peux pas faire dans la présentation, vous donner des liens, les tutos, les bonnes ressources, etc. On va y en place une section bibliothèque avec des avis sur des bouquins, des choses comme ça. Se donner, on va dire, les bonnes recettes entre étudiants d'AFTI. Pour que ça vous fasse gagner du boulot à votre taf aussi, c'est le but. Parce qu'il y a des trucs que vous allez ni voir au CFA dans les cours, ni voir dans le boulot. Peut-être qu'ici, la personne arrivera à vous faire aimer quelque chose. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Des suggestions? J'ai pas parlé assez fort. J'ai pas compris le pass de H en fait. D'accord.
C'est pas trop que j'ai compris, enfin, en gros, comment ça marche, mais j'ai pas trop compris le concept. Ouais, c'est vrai que c'était succinct, mais je savais pas si j'aurais à respecter le temps. L'idée, en fait, c'est que normalement, pour te connecter de machine en machine, tu as besoin d'un couple identifiant mot de passe. Et le mot de passe, généralement, il n'est pas stocké en clair. On va le faire sous forme de hash, c'est-à-dire que quand tu rentres ton mot de passe, le logiciel ou l'application va derrière appliquer une fonction mathématique de hachage pour créer une empreinte dite unique. Et le hash, c'est ça. Donc si tu veux le relire, tu vois un truc imbitable. Après, évidemment, si c'est du MD5 actuellement, c'est décrété comme sécurisé, tu vas sur internet, tu tapes casser MD5, tu as un site online, tu copies-colles ton truc, enfin, tu l'as. Et l'idée, c'est d'avoir une empreinte comme ça, qui est unique et qui, par un humain, comme ça, tu peux pas déceler et dire que c'est pas le mot de passe. Et là, en fait, ce qui se passe sur un environnement Microsoft, c'est que si tu as juste le hash de la machine, tu es capable de le rejouer, ou même avec ça, de t'authentifier. Tu vois, tu n'as pas tapé le mot de passe, en fait, tu n'as que le hash. Tu te dis, bon, ok, vraiment, je ne peux rien faire avec ça. Et tu vas prendre le hash, tu vas le présenter à l'AD, et l'AD, il connaît le hash. Ce qui fait une comparaison de sa base. Tu peux t'authentifier alors que tu ne connais absolument pas le mot de passe. Donc c'est pour ça que quand je disais, quand tu maîtrises généralement ta machine locale, à moins qu'il y ait des politiques quand même qui soient appliquées, le BIOS, tu fais pas ce que tu veux, il y a des mots de passe, enfin, voilà, ça va être compliqué. Généralement, tu peux mettre une USB, un CD, tu te connectes sur la machine et récupérer les accès. Et une machine Windows, dès que tu t'es authentifié une première fois sur la machine, on est stocké en local dans la base SAM, le hash de l'utilisateur qui s'est connecté. Donc, typiquement, si c'est un administrateur du domaine, après c'est des mauvaises pratiques, c'est-à-dire si l'administrateur du domaine il change son mot de passe dès qu'il a fait une action, en final, tu as un hash qui ne correspond à rien. Mais généralement, c'est plutôt la machine, elle a été rentrée dans le domaine il y a 2 ans, le mot de passe il n'a pas changé. Et le hash, il change pas tout, enfin il change jamais. Non, en fait, une fois qu'il est dans la machine, il est unique. Après, tu peux le changer dans l'annuaire, mais en fait, celui qui est rentré en local, c'est celui que tu as rentré une première fois. Après, ça va être mis à jour, justement, il va checker dans l'AD, etc. Et si tu veux, c'est que, après, si ta machine n'est même plus dans le domaine, ou quoi, toi tu rentres chez toi, etc., tu peux en faire ce que tu veux, tu l'as le hash, il est sur ta machine. Après, s'il est changé sur l'AD, effectivement, ça ne correspond plus à rien. Mais dans la plupart des cas, c'est pas fait comme ça. C'est pas changé. Du coup, rien qu'avec ça peut être le mot de passe, avec le hash, tu peux le rejouer et te transférer sur la machine. Et donc là, bon, après c'est très technique. Maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu prends les bons outils, tu n'as aucune compétence, tu vois c'est quoi la commande, il fait quoi, je vais aller en dessous, comment. Il récupère les infos, il fait tout pour toi, et t'inquiète pas, t'arrives après à t'authentifier. Ça s'appelle comment l'outil français là? Mimikatz. Ok. Après, il y en a d'autres, mais bon, typiquement, tu prends Kali Linux qui sont dedans. Après, dans Metasploit, Incognito, il y a un module dedans. Je parlais de PSExec aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, si tu veux, donc ça, c'est des outils comme ça, mais je pense qu'après, en ayant du temps, on va essayer des attaques plus complexes, mais si tu peux pas installer ces outils-là, ils sont détectés, parce que bon, après, je pense qu'on peut quand même les bloquer, des antivirus, des d'autres politiques. À mon avis, une fois que tu as compris le principe, avec un peu de temps, si tout PowerShell autorisé ou quoi, tu peux coder des trucs, importer des scripts et tout. Donc, mais bon, l'idée c'est vraiment que sur les environnements Microsoft, sans connaître le mot de passe en clair, c'est quoi, je sais pas, password 3, ce que tu peux t'authentifier, rebondir et au final, à la fin, par tes différentes corruptions où tu auras pu récupérer à chaque fois ce qui est en local sur la machine, à un moment donné, tu auras récupéré un compte admin du domaine. Donc là, admin du domaine, tu auras du pétrole. Tu peux tout. Exactement. Mais effectivement, après, j'avais dans l'idée sinon de faire soit un workshop, soit une autre classe plus longue avec des démos sur, on va dire, dans 80% des environnements, comment tu deviens admin du domaine. Je suis mon 3-4 outils, etc. On fait ça, et les bonnes pratiques. Mais là, c'est surtout aussi montrer le côté où il n'y a pas, bon, on pète tout, ok, c'est quoi, on fait quoi, après tu te fais hacker. Et vraiment, c'est vraiment changer la mentalité. Donc après, je pense vraiment que si ce côté-là, même nous, tu vois, après, c'est pas forcément inculqué ici, parce que nous, ils n'ont pas forcément le recul avec l'entreprise. Peut-être tu le vois dans ton entreprise, mais partir de ce principe-là en se disant, c'est fini, j'ai mis 12 firewall, t'inquiète, Cisco dernier cri, je suis blindé, et puis derrière, tu fais tout en clair, des choses comme ça. J'en ai pas parlé aussi, vu que c'est du LDAP, l'AD, par défaut, les mots de passe, ils sont en clair sur le réseau. Il y a une politique, tu peux le régler, tu peux mettre du SSL, etc. C'est plein de choses comme ça où les gens ils disent, je suis sur mon domaine, je suis chez moi, en bordure, j'ai mis ce qu'il fallait bien, j'ai pas de problème. Sauf que
que la plupart du temps, les attaques ils viennent de l'intérieur. La preuve, après ils font quoi? Ils t'envoient un mail de bilan, ils essaient de rentrer, puis une fois qu'ils sont sur une machine, après, ils prennent leur temps et ils récupèrent ce qu'ils font. Donc, c'était vraiment, ouais, cumuler les deux.